Bonsoir. Alors, je m'appelle Lancelot Hamelin, je suis écrivain et je vous remercie d'être là ce soir pour partager une séance de travail sur ce projet que je mène avec des camarades, des artistes comme le cinéaste Christophe Bisson, qui est ici avec nous, mais aussi des groupes de personnes que la philosophie pragmatique nous autorise à nommer des concernés. Pour ouvrir cette séance, je voulais évoquer Jean Houry, donc l'homme de la clinique de la Borde. C'est une maison de fous. Jean Houry, c'est un grand psychiatre, un grand penseur de la psychiatrie, d'un mouvement de psychiatrie qu'on a pu appeler la psychothérapie institutionnelle. Et il avait, paraît-il, coutume d'insister sur cette question: qu'est-ce que je fous là? Alors ainsi, nous nous la posons. Qu'est-ce que je fous là? Et voilà, ça commence. Si vous êtes là, peut-être est-ce parce que vous avez lu le thème de la soirée, guerre et fou, entre parenthèses, Alep. J'ai entendu parler du Bimaristan al Argoun en 2013 par une psychanalyste libanaise, Dina Joubrel. Et à ce moment-là, la révolution syrienne avait déraillé en guerre civile. Mon ami Raphaël Khoury, une metteur en scène jordanienne, m'avait dit en pleurs: bombarder Alep, ville millénaire, imagine on bombarderait Rome. Il y a de la folie là-dedans. Je m'intéresse à la folie, à la façon dont on traite les fous. Je m'intéresse à la psychothérapie institutionnelle. Jean Houry, Tosquelles, Frantz Fanon. Les noms font-ils écho? Alors, le Bimaristan al Argoun. Les Alépins, les personnes qui ont visité la vieille ville d'Alep, se souviennent de ce palais en face de la Savonnerie. On y buvait le thé, on y écoutait de la musique soufie, on y avait installé un musée de la médecine orientale. Je crois que j'arrive au bout de cette feuille. Ouais. Petit à petit, tout va nous échapper. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire, pour que le fil se déroule un peu. Donc le Bimaristan al Argoun. Bimaristan, c'est un mot d'origine persane qui veut dire la maison des malades. Au XIVe siècle, c'était un hôpital consacré aux soins de la maladie mentale et de la souffrance psychique. Dans tout le monde arabe, il y avait des hôpitaux pour soigner et qui accueillaient aussi les malades mentaux. Il y en a un notamment à Grenade, par exemple. Il y en a au Maroc, en Égypte, en Turquie. C'était un lieu où l'on pensait la médecine, comment soigner les corps et les âmes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire à nos yeux, c'est que le soin était assuré en partie par l'organisation de l'espace, l'architecture, le bruit de l'eau, la répartition des ombres et des lumières. Le soin impliquait de faire venir des musiciens. On retrouve dans les registres de comptabilité la notation de ces frais. On payait ces musiciens pour venir jouer pour les patients, les malades. Voilà, c'est sur cela que, du coup, j'ai voulu enquêter. Mais les questions soulevées par les questions soulevées par les questions soulevées par les questions soulevées par qu'est-ce que je fous là? Il était en fait hors de question, pour une question comme ça, de travailler seul pour moi. Aussi, l'enquête s'est-elle tissée de rencontres qui orientent le devenir de la recherche vers des formes artistiques qui verront le jour sur ce chemin. Alors Benjamin Attahir, un compositeur de musique, Raquel Camarina, une chanteuse lyrique, Gaël Baron, un acteur, et Christophe Bisson sont les compagnons et les relais de ce projet. Alors, Christophe Bisson est cinéaste. Dans l'enveloppe que vous avez reçue à l'entrée, nous avons glissé un petit papier avec le lien, un lien où vous pouvez voir un de ses films qui s'appelle Un souvenir d'archives. C'est sur la philosophe Sarah Kaufmann. C'est un film qui a été soutenu par la Fondation Michalski. Et vous pouvez découvrir son travail. Et n'hésitez pas à nous contacter, soit Christophe par Facebook ou Messenger, soit par moi, pour pouvoir accéder à ces films dont je vous invite à découvrir la puissance esthétique. Donc voilà, je dis ça, Ok. Le papier arrive au bout, après ça sera plus le bazar. Sa filmographie, donc je te présente un petit peu et puis après on déformalise. Est liée à son engagement depuis 20 ans dans le foyer Léon Richet à Caen, un des lieux, on a envie de dire un des hauts lieux, mais la question de la hauteur ne se pose pas pour cette question-là, de la psychothérapie institutionnelle en France.
Christophe anime un atelier d'art plastique tous les mardis depuis 20 ans, et son cinéma est souvent lié à cette pratique, à cet engagement. Voilà, donc là, je n'ai plus de papier, mais il s'agissait d'être assez clair pour ce début. Donc vous avez cette petite enveloppe. Vous avez l'adresse aussi du foyer Léon Richet à Caen, qui est tapée. Et pour nous, cette séance de travail, on serait très heureux si vous éprouviez l'envie de nous envoyer une lettre, un message, une histoire, des dessins, des témoignages. Nous, c'est-à-dire pas simplement les artistes, mais aussi ces groupes-là avec qui on travaille et qu'on va préciser là dans la suite de la conversation. Voilà, donc est-ce que tu as une idée d'enchaîner ou... Donc moi non plus, donc je m'assois. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez une question à poser ou une intervention à nous faire? C'est pas obligé, hein. C'est juste pour se dire, voilà, c'est... Ouais. Est-ce que dans votre réflexion, il y a des associations avec le mouvement? Est-ce que dans votre réflexion, il y a des liens, associations avec le mouvement de l'antipsychiatrie? Ça fait résonance pour moi avec quelque chose de l'antipsychiatrie. Tu veux répondre, Christophe ou... Oui, bonsoir. Déjà, je suis très heureux d'être accueilli ici. Enfin, c'est un lieu que je découvre avec un grand bonheur et un grand étonnement. Enfin, c'est remarquable. Enfin, l'espace, les lieux, les ouvertures sur la nature majestueuse. Enfin, c'est très très heureux, donc je tenais à le dire. Alors, les liens avec l'antipsychiatrie, enfin, non, pas directement. Enfin, l'ancrage, il est plus dans la psychothérapie institutionnelle qui diffère de l'antipsychiatrie. Enfin, Jean-Henri a eu des positions très claires sur ce point et lui, toujours mis en avant disons, son ancrage dans la psychiatrie, enfin, même dans le recours au traitement, à la pharmacie. Enfin, il n'était pas dans les schémas de la psychiatrie. Et ses ouvertures étaient plutôt du côté de la philosophie, de la littérature, des arts. Et nous-mêmes, donc, travaillant dans une institution, donc le foyer Léon Richet, qui s'inscrit dans dans cette mouvance. Voilà, enfin, la démarche prend sens dans cet univers qui constelle entre psychiatrie, philosophie, littérature et peinture. Voilà. Donc le lien avec l'antipsychiatrie, ou alors il faudrait peut-être que vous développiez un peu plus, parce que... Où est la dame? Non. D'accord. Vous voulez poursuivre ou C'est vrai que ça nous lance d'avoir des questions. Sinon, on peut dérouler aussi un blabla sur notre projet, mais c'est plus intéressant qu'on soit saisi par peut-être vos questions. Et c'est vrai que moi, ce que je découvre, je travaille depuis, enfin, ça m'intéresse depuis bien moins longtemps que Christophe, par exemple. Et l'antipsychiatrie, donc, c'est un mouvement qui concerne l'Italie à un certain moment, où effectivement, peut-être que la question de remettre en cause les asiles s'est posée. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être protégés, donc dans quelque chose qui est asilaire, un refuge, un endroit où on va prendre soin d'eux. Et c'est en ça que les gens de la psychothérapie institutionnelle, de Toscaïès, Roury, ou toute cette constellation-là, ont considéré qu'il ne s'agissait pas de fermer les hôpitaux psychiatriques, mais de les travailler pour les rendre vivables. Mais donc, voilà, le projet, c'est qu'au XIVe siècle après Jésus-Christ, à Alep, les gens qui ne pouvaient plus vivre dans la cité, qui n'allaient pas bien, avaient un endroit où ils pouvaient aller se réfugier. Un des principes du Bimaristan à l'Argoun, c'était qu'il y avait une porte par laquelle on entrait quand on n'allait pas bien. Il n'y avait pas de garde. Et une fois qu'on était pris dans l'institution,
On était pris en soin, on travaillait là-dessus. Et quand on allait mieux, il y avait une petite porte qui s'appelait la porte du salut, par laquelle on livrait les marchandises et qui était la porte par laquelle on sortait. Il n'y avait pas de garde non plus, quand on se sentait mieux. Donc cette idée d'entrer, sortir, comment on entre, comment on sort, est quelque chose qui peut nous interroger même au-delà des questions psychiatriques, asilaires et d'architecture psychiatrique. Oui, tout à fait. Justement, c'est peut-être une transition pertinente par rapport à une séquence de films qu'on va vous montrer un peu plus tard. Donc, je vais juste présenter le travail filmique avec les pensionnaires du foyer Lénricher. Au foyer, on appelle les patients, non pas les patients, mais les pensionnaires, comme à Laborde. Bon. Et donc voilà, moi, comme disait Lancelot, je dirige un atelier depuis 20 ans avec plusieurs groupes de pensionnaires. Alors, qui sont-ils? Pour aller vite, ce sont des adultes souffrant de psychose. Voilà. Et le projet du foyer, c'est justement de leur permettre de reconquérir un espace psychique envahi par des symptômes, par des délires. Et donc voilà, essayer de libérer de l'espace psychique, mais aussi pour les ouvrir au dehors, au monde commun, à la cité, et les remettre en mouvement, enfin, ce qui est à l'arrêt chez eux, à l'arrêt psychique, redonner du mouvement psychique et aussi spatial, les circulations. Et donc, dans l'enquête que nous menons avec eux, autour de l'esprit, la philosophie du Bimaristan, mais qui passe aussi donc par son organisation spatiale, les deux étant liés, ils ont spontanément relevé des aspects qui leur parlaient plus que d'autres, et notamment cette idée d'entrée et de sortie. C'est quelque chose qui a eu un écho fort, enfin, chez certains en tout cas, car eux ont tous connu ce moment de crise, de décompensation psychique, où ils ont été hospitalisés, parfois très jeunes, 14 ans, 15 ans pour certains. Et la question de la sortie, évidemment, elle est cruciale, parce que c'est un mouvement non pas forcément vers une guérison. Bon, la question de la guérison est compliquée en psychiatrie. Mais en tout cas, voilà, un mouvement vers, au moins, à minima, une forme d'aller mieux. Oui. Si vous voulez savoir s'il existe des représentations de ce lieu, je ne sais pas, datant du 14e, du 15e, du 16e, que sais-je, pour qu'on puisse faire une idée visuelle de cet espace. Oui, donc ça... Oui, dans la petite enveloppe, on a partagé avec vous des documents qu'on a. Donc il y en a qui ont eu des plans, il y en a qui ont des photos, cartes postales, gravures, qui donnent une idée des lieux. Sur Internet, vous verrez, il y a des photos, des films, des dessins. Le lieu est toujours debout. Il faut savoir que la vieille ville d'Alep a été bombardée, vraiment quasiment rasée. Mais le Bimaristan, miraculeusement, a été préservé. Il a été touché une ou deux fois. Il y a un article de 2013 qui parle d'un impact de roquettes. C'est un article de Filiu dans le journal 21. Et le lieu est intact. Hein, et donc, vous avez quelques représentations nous, c'est un monsieur qui s'appelle Thierry Grandin, qui est architecte, qui vit en Syrie. Donc aujourd'hui, il est à la frontière turco-syrienne. Et il est chargé par le gouvernement et l'Otomo, je crois, l'institution, de penser la reconstruction de la vieille ville de la vieille ville d'Alep. Donc cet architecte a été touché par le projet. Donc c'est ça la question de l'enquête, c'est d'aller chercher des témoins, des gens qui peuvent nous informer. Mais les documents qu'ils nous envoient, les témoignages qu'ils nous envoient, on les retravaille avec le groupe qui est devenu une cellule de veille, parce que les gens du groupe de Caen sont devenus des spécialistes de ce Bimaristan, vraiment. Et donc, des documents, en revanche, d'époque, ça, non, on n'a pas trouvé. On n'est pas au début de l'enquête, mais peut-être pas encore assez...
On n'a pas trouvé, non, on n'a pas. Et c'est une belle question. Donc il y a une petite carte postale qui circule du début du XXe siècle. Et donc, c'était pour dire que là, comme on se rend compte, on finit un peu les horizons du projet, et après on passera à la vidéo. Cette question d'enquête... Ah oui, il y a une autre question, pardon. Est-ce que à quand les pensionnaires ou les patients sont associés au projet, et comment est-ce que vous les associez, si vous les associez? Ah oui, oui, c'est le cœur, on va dire, actif du projet. Lancelot est venu l'année dernière régulièrement, au rythme d'une fois par mois, et on construit quelque chose. Enfin, il s'agit d'élaborer ensemble. On apporte des documents, des images que nous envoie Thierry Grandin, des lettres audio, des lettres audio. Et nous avons été en lien aussi avec des femmes syriennes qui sont à Metz. Donc il y a tout un réseau comme ça d'échanges. Et le travail, justement, consiste, alors c'était intéressant cette question des représentations, de construire ensemble des représentations. Imager le Bimaristan, c'est-à-dire imager, enfin, concrètement, à travers des gravures. Mais est-ce que le fait de se rendre compte de ce lieu qui est finalement quand même très très loin pour eux, est-ce que ça débouche sur un travail d'élaboration pour eux sur comment aller mieux dans le lieu où ils sont eux aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'on ne travaille pas de manière frontale et volontariste. Mais il y a un travail effectivement d'élaboration qui se développe dans le temps et qui produit une forme de pensée collective, enfin, dans le groupe. On le voit bien, par exemple, quand des nouveaux pensionnaires intègrent le groupe, ce sont ceux qui sont là depuis le début qui transmettent, enfin, le savoir, la connaissance, parce qu'effectivement, il y a des réactions parfois négatives, des pensionnaires qui arrivent et qui nous disent non, on sort de l'hôpital, on ne va pas nous y replonger. Enfin, c'est quand même cruel de votre part de nous ramener à l'hôpital. Et les autres pensionnaires leur disent mais non, ce n'est pas un hôpital, justement. Ça ne fonctionne pas comme un hôpital. Enfin, ceux qu'on connaît en France, bon, c'est leur repère à eux. Et justement, c'est autre chose. Et un pensionnaire qui s'appelle Romain, qui a des connaissances historiques très vastes. Il vient d'une famille comme ça très éclairée. Enfin, il y a des professeurs d'histoire. Son grand-père était agrégé d'histoire. Il lui racontait beaucoup enfin, il faisait des récits historiques. Donc, il a vraiment des représentations assez étendues et assez précises. Il lui dit non, c'est pas un hôpital. Le Bimaristan, c'est du temps et de la pensée. Et c'est ça qui nous a touchés. Parce qu'évidemment, on avance un peu en aveugle, on ne sait pas comment les choses vont, comment elles vont germiner. Il y a toujours un pari, on ne sait pas. Il y a une part de non-savoir très importante. Et ils ont construit, je pense, une représentation mentale de ce lieu, mais dans sa philosophie, vraiment. Et ils l'expriment. Bon, vous verrez dans quelques séquences. Donc, c'est des séquences où celles qu'on a choisies, il n'y a pas de paroles, c'est plutôt des dessins ou des rapports avec des livres. Mais oui, il y a quelque chose d'une construction, d'une élaboration, et en tout cas, ça les a amenés, pour certains, spontanément, à vouloir faire le récit de leur entrée à l'hôpital. C'est un moment évidemment bouleversant pour eux, qui correspond à une situation de crise, de confusion, de perte, de souffrance. Et comment ils se souviennent de ce moment, mais disons comment ils se représentent l'espace de l'hôpital qui les a accueillis. Donc on a travaillé ça, et on a fait quelques récits comme ça très sensibles. On ne les a pas apportés ici, mais oui, il y a une dimension vraiment d'élaboration. Lancelot a ouvert aux questions et aux témoignages. Pour moi, c'est un témoignage. J'aimerais dire quelle émotion on a ce soir, parce que nous étions 3 mois avant le déclenchement des hostilités à Alep.
nous avons visité le lieu auquel vous faites référence maintenant, nous avons apprécié l'ambiance et l'esprit qui y régnait déjà à l'époque, hein, enfin, reliquat de la grande époque à laquelle vous allez nous introduire et on s'en réjouit tout à l'heure. Et c'est aussi un message d'espoir vers l'avenir, parce qu'en contact avec les jésuites d'Alep, nous savons là-bas que les écoles sont maintenues, nous savons qu'il y a 99% de musulmans qui vont dans les écoles, et ce que vous allez nous dire ce soir, c'est un grand message vers l'espoir de la reconstruction de ce pays, une vieille civilisation où le christianisme s'est développé avant de se développer chez nous. Donc merci de nous donner ce témoignage ce soir et de le concrétiser par ce que vous allez nous dire. D'accord. Merci, merci. On ne sait pas bien ce qu'on va dire, hein, mais allons-y, allons-y. Peut-être on peut plonger dans la première. Juste un petit mot. Donc voilà, le film est en cours. C'est un travail qui est en train de se faire et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc voilà, on va vous montrer 3 séquences qui sont montées, mais bon, voilà, il n'y a pas encore de film. Et la première séquence, c'est avec une pensionnaire qui s'appelle Marie-Christine, que je connais depuis 20 ans, parce qu'elle est au foyer depuis plus de 30 ans, elle. Et donc, elle a dessiné le plan du Bimaristan, dont vous avez une reproduction dans l'enveloppe. Et je lui ai demandé de tracer le chemin de l'entrée jusqu'à la sortie du Bimaristan. Voilà, une simple incitation. Donc la séquence dure à peu près 6-7 minutes. Voilà, on vous retrouve après.
c'est peut-être là que ça commence, peut-être. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires, réactions? Quelle est l'importance de la couleur de l'espace intérieur par rapport à l'espace extérieur et par rapport aux deux portes? L'espace intérieur du bimaristan du foyer, ou du foyer, enfin du coup c'est dans le film, ouais. L'espace intérieur de la personne et enfin là du coup on est dans une du foyer, du foyer. Oui. Dans son fonctionnement, vous voulez dire? Oui. Ah oui. Là, oui. C'est la salle de. Justement, des objectifs thérapeutiques, on va dire, du foyer Léon Richer, pour reprendre l'idée de remise en mouvement de la personne, c'est justement d'inciter le ou la pensionnaire à multiplier les rapports avec le dehors, parce que souvent il y a une brisure, enfin une cassure. Il arrive assez souvent que des nouveaux pensionnaires, justement, se présentent comme des êtres recroquevillés, repliés, et dans une coupure quasi totale avec le dehors, enfin sans relation. Donc, il s'agit de... Alors, Jean Houry disait voilà, que le travail de la psychothérapie institutionnelle consistait à créer des petites ouvertures, là où il y a justement de la fermeture, de la clôture sur soi. Et il ajoutait que c'était un travail de pontonnier, de créer des ponts entre l'intérieur, l'extérieur, soi et les autres. Voilà. Donc rétablir des rapports qui sont divisés. Et là, dans cette séquence, moi, que je trouve étonnante, parce que justement, elle m'a échappé, la consigne était d'entrer dans le bimaristan et d'en sortir. Alors, elle y entre avec son fusain, mais elle n'en sort pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Enfin, elle s'arrête à la porte de sortie, et au lieu d'en sortir, en prolongeant son trait, elle, au contraire, refait tous les contours extérieurs du lieu, enfin, pour le clôturer encore plus. Enfin, j'étais très, très surpris de cela. Et après, enfin, elle fait le chemin à l'envers. Et c'est très, très compliqué, enfin, effectivement, ces histoires d'intérieur et de dehors, mais à tous les niveaux. C'est pour ça que je vous ai demandé de préciser, parce qu'il y a évidemment l'intériorité, l'espace intérieur en soi, enfin, l'être intime, et le rapport au dehors, c'est-à-dire aussi aux autres. Et puis, effectivement, le rapport du foyer au dehors, mais tout comme le bimaristan le posait aussi dans sa construction, dans sa structure. C'est-à-dire on entrait par une porte et on sortait par une autre. On ne sortait pas par la même porte, pour bien marquer qu'il y avait eu un chemin. Et peut-être certains ne sortaient jamais. Il y avait aussi la possibilité d'être hospitalisé, et c'est pour ça que c'est des questions de cinéma. Enfin, c'est intéressant pour nous d'explorer ces espaces, ces enchâssements d'espace et ces passages entre intérieur et extérieur qui ne sont pas évidents. Là, on voit bien dans la séquence son hésitation. Enfin, elle hésite à entrer, elle relâche le fusain, et elle avance presque pas à pas, et elle bute sur la sortie. Ça m'évoque d'autres modèles architecturaux, comme le labyrinthe, par exemple, entrée et sortie, comme les cloîtres, l'architecture religieuse en Occident, mais je ne sais pas s'il y a des rapports avec l'architecture de cet asile à Alep. Et puis aussi, notre architecture, les prisons. Et là viennent à l'esprit les prisons dans lesquelles, en Occident, on enfermait les fous, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, jusqu'au début du 19e ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez développé des réflexions. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait l'hôpital d'Alep n'était pas du tout un lieu carcéral. C'était pas du tout la logique carcérale qui s'est développée en Occident.
c'était un lieu d'asile. Et il y a toute une histoire effectivement de l'architecture psychiatrique qui côtoie en Occident l'architecture carcérale avec des questions de contrôle social. Mais donc, ce qui nous intéresse aussi dans l'architecture du Bimaristan tel qu'il était pensé, c'est-à-dire par exemple voilà, les rapports de vastitude d'un espace, l'effet que ça peut avoir sur un état psychique. Et comment on choisit de mettre quelqu'un dans une petite pièce ou une grande pièce, de le mettre à l'ombre ou à la lumière, utiliser le bruit des fontaines pour stimuler les apathiques ou calmer les excités, sans parler donc de faire venir les musiciens. C'est un haut degré de pensée de ce qu'aujourd'hui donc certains neuroscientifiques appellent les healing spaces, les espaces soignants. Donc il y a une Esther Sternberg, qui est une chercheuse en neurosciences qui sert un petit peu à étayer nos recherches et qui pense effectivement les effets psychiques de l'architecture sur l'état intérieur et même le soin. Donc ça poursuit des recherches de Edward T. Hall sur la proxémique, on trouve ça des réflexions chez Bachelard. Enfin, il y a une pensée de l'espace et du soin et chez les designers maintenant effectivement il y a une réflexion sur la couleur qui, dans le Bimaristan, on n'a pas de témoignage sur la question de la couleur, mais qui est fonctionnelle dans la séquence parce qu'elle est tournée dans la salle de méditation, c'est ça, ou de repos. De repos, ouais. Effectivement, les couleurs sont... Oui, j'avais pas répondu sur la couleur, excusez-moi. Ouais, ils ont pensé au foyer, ils ont peint en cette espèce de verre d'eau. Les couleurs, puis la lumière, enfin, il y a une attention à la lumière. D'ailleurs, il y a un accident dans le film. Enfin, à cause du projo. Non, mais c'était au moment du tournage. C'est ces lumières changeantes que vous connaissez bien. Enfin, ici, j'ai passé une journée. Enfin, ça change toutes les 2 minutes. Et en Normandie, ça change peut-être moins rapidement. Et donc, voilà, j'avais réglé l'ouverture sur la lumière. Puis, la lumière a changé pendant la séquence. Et à la fin, il y a de la séquence, les blancs éclatent. On est vraiment dans les hautes lumières. Enfin, sont saturés. Et c'était je l'ai laissé, évidemment, parce que je trouvais que c'était assez heureux, ce surgissement du blanc à la fin de la séquence, quand elle est près de la sortie. Enfin, il y a comme une sorte de surgissement de la lumière. Donc oui, il y a ces... c'est vrai que les pensionnaires sont très, très sensibles aux agencements, aux entours, aux lumières, et ils ont donné un relief particulier à cet aspect du Bimaristan. Enfin, c'est peut-être là, ça a été pour eux peut-être un ancrage possible pour eux dans cette histoire du Bimaristan, quand on leur a parlé de ces questions d'espace enveloppant, protecteur, et non pas des espaces enfermants. Ils ont été très sensibles, et notamment aux ouvertures du Bimaristan, parce que la cour du Bimaristan est ouverte sur le ciel. Il y a des hauts murs qui coupent les bruits de la ville. Et la cour est dominée par le bruit de l'eau et le ciel. Il y a une échappée vers le haut. Ça, ils ont été très, très sensibles à ça. Et ça rejoint une réflexion d'une architecte, Irène Labéry, qui a vécu à Alep et qui travaillait beaucoup avec les étudiants d'architecture d'Alep et qui nous a fait remarquer que dans la cour du Bimaristan, donc certains dans la carte postale et d'autres dans une gravure très fragile qui représente les 2 arcades, il y a un seul pilier. Et ce que nous disait Irène, c'est que dans l'architecture orientale, il y avait plutôt 2 piliers et 3 arceaux. Elle se demandait pourquoi il y avait cette structure avec juste un pilier. Et elle disait cet équilibre binaire ressemblait à un visage, sauf que le visage, on l'appréhende dans son ensemble, dans un regard, et que dans le Bimaristan, on était quand même face à un visage dont on ne pouvait pas embrasser la totalité. Et elle méditait là-dessus donc en échange avec les pensionnaires. Nous, on prend contact avec des gens, on discute, et ensuite, ils nous échangent, ils nous écrivent, ils nous envoient une petite, ils s'enregistrent de façon audio. C'est pas pour vous demander de faire la même chose, mais c'est pour vous dire, effectivement, c'est comme ça qu'on a envie de pouvoir ouvrir des brèches et des choses de communication. Sur la sortie, avec le groupe de pensionnaires de Caen, la politique, enfin la philosophie du foyer est d'amener les pensionnaires à s'autonomiser au maximum.
sans fantasmer le fait qu'un jour ils puissent s'envoler. Ce n'est pas une cage, ils vivent dans un état de fragilité qui nécessite un accompagnement peut-être, tant qu'ils en ont besoin, mais le foyer travaille à les autonomiser. Donc il y a tout un circuit dans lequel on ne va pas rentrer là. Et donc dans cette idée d'autonomisation, le groupe, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec eux, de voyager d'une certaine façon. Alors on ne va pas aller à Alep avec le groupe, ce n'est pas le moment. Mais l'an dernier, donc on a travaillé pendant 1 an à Metz avec un groupe de femmes réfugiées dont s'occupe une association qui s'appelle Comsir. Et le musée Pompidou, le centre Pompidou nous a accueillis pendant le confinement où on venait travailler là. Et on a fait des gravures avec ces femmes, un écho, des échanges par WhatsApp, par vidéo avec le groupe de Caen. Donc il y a une vraie... L'idée, c'est de créer une communication. L'élaboration et le soin qu'il y a là-dedans, ça nous concerne, enfin moi pas du tout, toi un peu plus parce que tu es soignant, tu travailles là-bas. Et en fin d'année, on a fait un voyage avec notre cellule de veille de Caen, est allée à Metz rencontrer les femmes syriennes pour les 10 ans d'amitié Metz-Alep, les 10 ans de cette guerre. Et les pensionnaires voyagent. Et l'an prochain, on va travailler avec le musée Le Lame à Villeneuve-d'Ascq, qui a un grand fonds sur l'art brut. Et on va travailler avec un groupe de réfugiés syriens suivis pour la souffrance psychique. Et l'idée, c'est de fabriquer dans chacun de ces moments un chapitre de gravure de ce qu'on appelle la fabrication du livre contre la guerre, avec ironie, ou délicatesse, ou humour, en tout cas sans croire à autre chose que... Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une guerre là-bas, comme ça, dont on voulait parler. On était un peu mal à l'aise de l'amener comme ça à des gens qui sont en soins. Donc ça a été tout un travail de leur dire, oui, on va parler de l'hôpital, on va parler de la guerre, mais comment faire accueillir cette idée pour que ça soit autre chose. Et l'idée pour nous, c'est plus de travail sur les guerres qui peuvent avoir lieu dans les pays en paix, contre les fragiles, hein, et particulièrement contre la façon dont on prend soin des fous, entre guillemets, en temps de paix, peut avoir des conséquences absolument tragiques. On sait comment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de personnes internées dans des institutions psychiatriques sont mortes de faim. Hein. Par exemple, on dit toujours, c'est Camille Claudel, elle est morte de faim dans un hôpital où elle était censée être soignée. Et on travaille un peu sur un conte des Mille et une nuits où le calife Haroun al-Rachid sort la nuit déguisé et il va voir un Bimaristan à Bagdad. Et il a une phrase où il veut voir si l'argent destiné à prendre soin des malades est bien utilisé pour ça, et s'il n'est pas mangé par les personnes qui sont chargées d'en prendre soin. Donc vieille histoire, cette histoire est-ce qu'on mange la nourriture des malades? Est-ce qu'il y a des questions? Arrêtez-le. Est-ce qu'il y a une... On rentre dans la deuxième séquence. On va vous présenter une deuxième séquence avec un pensionnaire qui s'appelle Arnaud, que je connais depuis peut-être plus de 10 ans. Donc là, Arnaud est avec un livre. On a constitué, surtout toi, tu as apporté un petit fond d'ouvrage touchant à la Syrie, à l'orientalisme, et voilà, on essayait de développer comme ça des rapports avec l'objet livre lui-même, avec des beaux livres, comment on prend soin des livres. Et là, donc, il est avec un guide des années 80, un guide français, et bon, je lui ai proposé de se l'approprier comme il voulait. C'est quelqu'un qui dessine, qui écrit, qui parle très très peu. C'est un garçon très, très mutique, qui a une double culture, double nationalité. Il est franco-israélien. Il se rend régulièrement en Israël. Et donc il navigue comme ça entre les deux cultures. Et bon, c'est quelqu'un d'assez assez mystérieux, assez impénétrable. Très difficile d'établir un contact avec lui. Et justement,
avec les pensionnaires comme Arnaud ou comme Marie-Christine avant, qui sont assez peu parlants. Enfin, on arrive, disons, à toucher quelque chose d'eux, enfin en tout cas avoir l'impression de toucher quelque chose d'eux à travers leur déplacement, leurs gestes, leur dessin. Il y a quelque chose qui vient s'inscrire, enfin c'est exprimer quelque chose voilà. Donc cette séquence fait à peu près 5 minutes. j'ai 49 ans. Dans
Donc voilà, il y a des livres, il y a du savoir, il y a des rencontres. On travaille avec des spécialistes qui racontent l'histoire du Bimaristan, des historiens, et puis une dame qui s'appelle Roula Mishati, qui, avant la guerre, dirigeait l'hôpital psychiatrique d'Alep, l'hôpital Ibn Khaldoun, qui était l'hôpital. Donc elle travaillait avec les malades d'aujourd'hui. Et elle a une façon d'aujourd'hui, et quelqu'un donc qui aujourd'hui est dans un hôpital de pédopsychiatrie dans la région parisienne, et qui qui rejoignait nos questions, nos idées, qui était très heureuse de découvrir la psychothérapie institutionnelle. Elle est venue à Caen, rencontrer le groupe, travailler avec, échanger. Elle nous a fait du café très important dans la culture du Moyen-Orient en général. Et oui, le travail qu'on fera cette année avec le groupe de Lille, l'idée est que le groupe de Caen, avec lequel donc, Christophe a eu cette intimité et qui est devenu cette cellule de veille, donc là on a choisi de ne pas amener des vidéos avec des paroles, des témoignages, leur façon d'élaborer et de parler, parce que ça nous semblait plus intéressant d'entrer d'abord par ces vidéos musicales. L'idée, c'est que le groupe de Caen aille à Lille et rencontre les gens avec qui on va travailler, si c'est possible, si c'est le moment. Il y a beaucoup de si, on ne sait jamais bien, mais l'idée est celle-là, et ils ont envie de faire ce trajet. Voilà une prise de parole comme ça, un peu abrupte en sortant de la vidéo, mais pour vous laisser le temps de... Comment ? Voilà, une sorte de montage pour vous laisser l'envie de poser la question que vous avez en tête, là. Il faut la dire. Quand vous dites le groupe, c'est-à-dire tous les patients ou uniquement... est-ce qu'ils certains expriment le désir d'aller plus, d'accompagner ce travail ou au moins d'être dedans? Est-ce qu'ils disent le fait qu'ils sont conscients d'être dedans? Et est-ce que, oui, quand vous parlez d'aller à Lille, c'est qui va à Lille? C'est uniquement le groupe de soignants et d'accompagnants dans la réflexion du projet, ou bien c'est aussi les patients? Non, c'est les patients. Donc ils sont à peu près 10 dans ce groupe, sur une cinquantaine de pensionnaires au foyer. C'est un petit groupe. C'est le groupe en fait qui participe à mon atelier, parmi d'autres activités. Voilà. Et donc, non, le groupe de veille, c'est les pensionnaires. Ouais. La cellule de veille, oui, c'est les pensionnaires. Nous, on est les entremetteurs, d'accord. Et par exemple, ce soir, ça aurait été super qu'ils soient là. Par contre, ça s'organise. C'est fragile, c'est loin, c'est long. Donc le voyage à Metz, on a mis un an à le préparer. Et ils sont venus à Metz, ils ont échangé avec les femmes syriennes. Les femmes syriennes ont échangé avec eux, c'était super. Et non, ils sont très Lille, demandeurs. ça, ils sont très, très demandeurs. Et puis, bon, voilà, un projet comme celui-ci, un projet comme celui-ci tourné vers un ailleurs, un lointain, la Syrie. Un projet dans lequel effectivement il y a des échanges avec d'autres, par exemple les Syriennes de Metz, mais aussi des gens qui sont en Syrie comme Thierry Grandin, et puis quelques autres personnes qui nous ont envoyé des vidéos d'Alep aujourd'hui. Eh bien, ça participe à ce travail d'ouverture de soi vers d'autres. Et ils ont été très, très, très surpris que ça réponde. Au début, ils étaient peu confiants. Ils disaient oui, bon, on va envoyer des messages à des Syriens, mais ils ne vont pas répondre, ça va être compliqué. Et lorsqu'on a reçu un premier message audio de Syrie, ils étaient vraiment bouleversés. Ils répondent. Et effectivement, bon, dans quelles dispositions ils sont? Là, on travaille dessus sur ce projet depuis un an. Ils ont été très heureux d'aller à Metz. Enfin, ils étaient même très excités d'aller là-bas et de rencontrer ces femmes. Il y a eu un échange de gravures. Ils ont échangé leurs gravures contre les gravures des femmes syriennes qui menaient aussi un atelier là-bas. Là, ils sont très heureux d'aller à Lille. Voilà, ils mentalisent, ils se projettent là-bas.
ça crée une temporalité. Eux qui en manquent beaucoup, c'est difficile pour justement habiter le temps quand on est déjà, disons, simple, enfin, c'est-à-dire quand on n'a pas de symptômes psychotiques, parfois c'est difficile. On a vécu ça avec le confinement, enfin 2 mois, enfin comment habiter le temps quand il n'y a plus de dehors, justement. Et pour eux, la difficulté, c'est de se projeter dans le temps. Une grande difficulté. Certains sont quand même dans une forme de psychose mélancolique. Là, le temps ne s'écoule plus. Une espèce d'épaisseur comme ça du temps vide qui est une vraie souffrance. Et parfois, voilà, il y a des pensionnaires qui s'affaissent, qui s'effondrent, ils perdent pied dans leur quotidien, ils n'arrivent plus à se lever. Sortir de chez eux, c'est un effort considérable. Enfin, sisyphéen, enfin, il y a quelque chose de Sisyphe. Chaque jour, recommencer, être confronté aux mêmes difficultés. Donc, voilà, donc, avoir un horizon comme ça, un lointain, un projet, c'est vrai que ça les polarise énormément. Enfin, il y a quelque chose aussi du désir, tout simplement. Il y a une dimension désirante, tout simplement. Il y avait d'autres questions, hein. Juste quelques questions par rapport à la séquence filmée que nous avez présentée. Arnaud, il utilise 2 couleurs, le rouge et le vert, et puis un fusain noir. Alors j'avais des questions parce qu'on ne voit pas le hors-champ. Est-ce qu'il avait à sa disposition toutes les autres couleurs? Une boîte de 30 et quelques couleurs. Mais il se focalise sur le rouge et le vert. Est-ce que le vert a un rapport avec la couleur verte que vous aviez montrée dans la première séquence? Non, enfin, non, enfin, c'était pas du tout calculé et voulu. Comment je construis ces séquences, je fixe une sorte de cadre, une situation très simple et dans laquelle ils évoluent. Voilà, ils s'approprient cet espace de jeu. C'est du jeu. Enfin, c'est un espace de jeu. Et ma position, vous voyez, bon, j'interviens assez peu. Je suis là avec eux et j'essaye d'entrer dans leur temporalité et d'être au plus près de leurs gestes. Et justement, avec des patients avec qui il est difficile d'échanger. Il s'agit d'être vraiment très, très à l'écoute, d'être à l'affût comme ça, et d'épouser leur temporalité, leur laisser le temps. La première séquence est assez longue, elle fait 7 minutes. Mais c'est le temps qu'il lui faut quelque part. Enfin, c'est son temps psychique. Il faut sentir l'épaisseur de cette traversée comme ça, qui est laborieuse. Bon, j'ai essayé de la faire plus courte, et en fait non. Enfin, on perd l'essentiel. Et avec Arnaud aussi, il y a quelque chose comme ça. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il est très étonnant. Enfin, c'est un des pensionnaires les plus étonnants, les plus inattendus comme cela. Et enfin, me revient, tout à l'heure, on parlait avec Lancelot, on a revu les séquences avant, là, et Lancelot, une formulation très juste. Il parlait du point optique de la caméra, faire le point, bon, la zone de netteté, la zone de flou. Et Lancelot disait, il y a aussi le point psychique, c'est-à-dire faire le point sur disons, le plan psychique de la personne filmée. Là, c'est de toucher là où il est, dans quelle zone il est, et parfois c'est dans des petits gestes. Là, à la fin de la séquence, il y a une sorte de bascule chez Arnaud, enfin, très étrange, c'est-à-dire qu'on passe du dessin, du tracé, à une utilisation rythmique, percussive du pastel. Enfin, il ne dessine plus, il tape un rythme. Si quelqu'un connaît le morse, peut-être que ça dit quelque chose. Peut-être un message en morse. On a envie de savoir s'il y a du sens, si ça veut dire quelque chose, mais on risque de se perdre là-dedans. Et c'est vrai que la façon dont la tension de la caméra suit comme ça, le coup, les gestes, et puis il gribouille comme ça, et puis à un moment, pourquoi tu vas cadrer très 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 près et parce que tu as senti que, alors c'est ça, que ce point-là, j'ai l'impression que c'est une sorte de point d'attention dans l'image, et tu es en phase avec lui et tu sens que là, il va bloquer quelque chose et changer de registre, du pictural au sonore. Et ça, c'est l'attention à leur temporalité, à leur manière. Il ne s'agit pas de question de communication, mais d'être là et de rapport d'énergie, ou je ne sais pas. Oui, d'être auprès d'eux, auprès de la personne.
C'est ça qui est très étrange, enfin, quand ça passe plus vraiment par le langage, la communication verbale, c'est d'autres canaux de communication. C'est très étrange. Donc le projet est pris dans cette tension entre du surdiscours. On peut vous raconter plein de choses sur le Bimaristan à l'Argonne, voilà, et puis des choses de la présence, du concret, de l'être là. Voilà pourquoi il massacre comme ça un peu la vieille ville. Non, il n'y a pas de sens. Mais c'est la vieille ville d'Alep qu'il trace comme ça, de noir, rouge, vert. Comment on délivre tout ça qu'on fabrique du sens qui va s'y mettre. Et puis comment on cherche à comprendre peut-être autre chose. Oui, et puis laisser flotter, la signification, la laisser flottante. Pas la surdéterminer. Accueillir. Moi, j'ai une question et j'aimerais revenir à la notion de la temporalité que vous avez évoquée là. Et je me demandais si ces groupes de patients vivaient une sorte de vertige dans le temps, puisqu'on leur présente une situation qui a eu lieu, un espace géographique dans un espace de temps qui a eu lieu il y a 5-6 siècles. Et s'ils sont sensibles à cet aspect-là, vous disiez, ils ont aussi besoin de se projeter, mais se projeter, c'est plutôt, en tout cas dans notre culture, c'est plutôt dans l'avenir, c'est plutôt en avant. Est-ce que la projection historique, est-ce qu'ils ont et comment est-ce qu'ils réagissent à la projection historique? Juste avant de faire oui, il y a la préface de Bajazet, la pièce de théâtre de Racine sur l'espace qui devrait, dont on parlait aujourd'hui. Et oui, les pays lointains, qu'est-ce que c'est que est-ce que le pays lointain, le temps lointain, ce besoin-là n'est pas qu'un besoin de psychotique, même pour nous. C'est quoi l'espace? C'est quoi le temps? On a tout maintenant là avec les images. Mais du coup, nous, on essaie de défaire ces images, des gravures, des photocopies sur des celluloïdes, des transparents, ta manière de filmer qui défait l'image. Et oui, le temps, l'espace, je voulais pas... Pas jaser. Oui, je vais avoir du mal à répondre, mais je parler de vertige, ouais, mais ça c'est intéressant, mais c'est pas... Oui, il y a peut-être un vertige, mais qui ne s'exprime pas dans la fulgurance, c'est plutôt un vertige, mais diffus. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on travaille dans une certaine lenteur. C'est des séances hebdomadaires, 2 heures, 1 an, là c'est la 2e année. Donc il y a quelque chose comme ça, mais il y a dans la distance, effectivement, l'éloignement dans le temps, cette période passée dans ce pays lointain. Ils ont très peu de représentation, c'est vrai. Et puis ils ne sont pas tous sur le même plan. Ils ont tous un rapport très différent aussi à l'histoire. Très, très différent. Puis un rapport au temps qui est faillé, qui est difficile. La Marie-Christine, par exemple, elle ne sait pas quel âge elle a. Elle ne sait pas dire quel âge elle a. Elle peut dire sa date de naissance, mais elle ne peut pas dire quel âge elle a. Et en même temps, compliqué. Kelly nous raconte constamment l'histoire de Guillaume le Conquérant à Caen. Donc elle a une sorte de rapport mythique comme ça. Qui circule comme ça dans le temps, mais de manière un peu erratique. Mais oui, je pense qu'il y a je crois, ce à quoi ils sont peut-être sensibles, c'est qu'on leur propose des objets dignes. Il y a quelque chose comme ça peut-être de l'élévation qu'ils perçoivent. Ils sont assez dignes pour qu'on leur propose de s'intéresser à quelque chose comme cette histoire. Ça, je pense que c'est assez effectif. Il y a un effet du côté de la dignité. Eux, quand même quand ils se livrent, ils se vivent difficilement, et puis comme des êtres au bord du monde, des fous, des malades, des invisibles, et parfois même des déchets, ils se vivent comme des ratés, parce qu'il y a des histoires familiales assez lourdes, et ils sont comme ça, ils s'effacent quand on va dans des espaces publics, dans des musées. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé avec eux dans un musée, j'avais organisé une visite, et ils ne croyaient pas que c'était des tableaux originaux. C'était pas possible que eux, déchets, des fous, soient en face de tableaux du XVIe siècle. Et là, effectivement, il y a un vertige. Vous voyez, je fais les liens.
Et là, il y a un autre Et, vertige. et même. je me souviens d'une fille, une pensionnaire, qui voulait toucher le tableau parce qu'elle ne croyait pas que c'était des vrais tableaux du XVIe siècle. Elle me dit, mais c'est un tableau du XVIe siècle. Je dis oui. Et ce n'était pas possible dans sa tête qu'elle soit en face d'un objet du XVIe siècle. Par indignité, par le sens de la conscience d'être indigne. Voilà. Mais effectivement, il y a quelque chose du vertige. Oui. Mais le vertige, il est pour nous, en fait, aussi, vraiment, parce qu'à Metz, on est allé voir les femmes syriennes avec l'association Comsir. Il y avait la commémoration des 10 années d'amitié Alep. Et ce soir-là, en fait, comment dire, les gens du musée, les gens de la ville, personne n'est venu au repas. Et donc, c'est le groupe de l'atelier d'art plastique qui représentait notre rapport à nous, à l'histoire même, et à l'histoire en train de se faire, et tout ça est aussi vertigineux. Et donc ça, je ne sais pas si eux en avaient conscience, enfin on ne les a pas bassinés avec ça, mais c'était un peu perturbant de se dire, cette commémoration, 10 ans après, plus personne n'en a rien à faire, et nous, et il y avait les pensionnaires du foyer Léon Richet qui étaient là. C'était très joyeux, très beau, mais quand on prend un peu de distance, il y avait un vertige. Hein, on était un peu triste qu'il n'y ait pas de représentants officiels. L'histoire, elle se fait avec des représentants officiels. Là, les représentants officiels, c'était le groupe. Et ça, est-ce que nous, de quoi on a conscience à partir de ça? Je ne suis pas très clair. Hein, je ne sais pas quoi. C'est la dernière séquence. Et puis, ouais. Donc voilà une dernière séquence, quelques minutes. C'est un pensionnaire qui s'appelle Jonathan et c'est une action très simple. Il feuillette on peut appeler un beau livre qui s'appelle La Syrie aujourd'hui, qui est un livre un peu orientalisant. Mais c'est tout à fait le vertige temporel, voilà, hein, la Syrie aujourd'hui. Donc ça, peut-être ça rejoint la question du vertige.
Quelle heure il est là? Bon, peut-être. On se retrouve en haut pour boire un verre ou... Il y a une question, une envie de... Ouais. Nous aussi. Non, c'est pas vrai. Moi aussi, comme tu sais, j'ai eu la chance de connaître cet endroit il y a une vingtaine d'années, qui n'était pas un lieu accueillant du tout, en tout cas dans l'état où il était, par contre qui était un lieu extrêmement apaisant. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était effectivement cette fontaine et la musique de la fontaine. Je trouvais que c'était délicieux. Et à ce moment-là, venait de paraître un livre d'un auteur qui s'appelle Manuel Joseph, aux éditions POL, qui s'appelait Amilcar M. Pessoa, et qui parlait d'une forme de folie et d'une forme d'enfermement. Et j'ai eu, presque peu de temps après, l'immense chance de connaître Manuel Joseph lorsqu'il venait chez moi, et c'est pas une blague, il allumait le robinet. Et il laissait le robinet tout le temps. Il avait besoin que de l'eau coule. Et c'était ce qui était une chose assez troublante. Et si je raconte ça, c'est aussi pour faire son nom et comment les choses se bouclent dans la mémoire et que le vertige du temps, nous l'avons nous aussi, c'est que Manuel vient de mourir la semaine dernière. Et je sais pas pourquoi. Et dans l'indifférence parfaite, alors qu'il a publié 5 livres aux éditions POL qui sont parmi les plus poignants de notre temps, je crois, justement pour dire la puissance de l'enfermement et la volonté acharnée de détruire les murs. Et ça tombe bien que je prenne la parole pour moi en parlant de Manuel et après avoir vu ce livre où on s'arrête aux images. C'est qu'on a beaucoup parlé des images, mais est-ce qu'on peut terminer, ou est-ce que tu pourrais dire, Lancelot, qu'est-ce que fait l'écrivain là-dedans? Ton travail, puisque finalement c'est écrit sur le petit bout de papier que c'est un projet de toi, finalement, de ce que je connais de ton travail, tu recueilles les histoires, tu racontes les histoires. Là, on peut voir qu'est-ce que tu fais, mais l'écriture dans tout ça. Alors, bah oui, c'est une bonne manière de terminer. Et puis aussi sur cet hommage à Manuel Joseph, effectivement, qu'il était bon d'entendre ici. Oui, donc, alors, sans m'apesantir, c'est vrai que pour l'écriture, j'ai besoin de mettre en place des choses de la vie, ou des choses de vivre, quoi. Je vis des choses, et j'écris après. Mais j'ai du mal à écrire assis, on va dire. Hein. Dans la cabane, j'ai un très très beau bureau, j'ai pas pu y aller. J'ai besoin d'aller plutôt d'être un peu en mouvement. Et du coup, là, effectivement, le projet qui était au départ un projet d'écriture personnelle d'un livret d'opéra avec un compositeur de musique, Benjamin Attahir, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter là-dessus, faire de la fiction sans rien y connaître. Et ma copine Raphaël Coury me disait, mais si il faut que vous écriviez sur la Syrie, mais je n'y connais rien. Donc voilà, se mettre en chemin, créer des situations, se mettre à l'écoute, rencontrer. On s'est rencontré avec Christophe en 2016, tisser tout ça. Et là, effectivement, il y a quelque chose d'un peu... je ne suis pas du tout producteur parce que je n'ai pas les moyens de ça, mais on produit quelque chose et on produit des situations de vie, de rencontres. Alors, moi, je tiens un journal du travail, des ateliers, on écrit des choses. Là, je viens donc, pendant la résidence, j'ai fait une sorte de premier tome de journal du voyage du Bimaristan, de notre travail. Et l'écriture viendra après, si on peut dire. Voilà. Donc, l'idée d'une écriture dans la vie, et voilà, le travail que je suis en train de terminer du point de vue de l'écriture, c'est une enquête que j'ai faite entre 2014 et 2018 sur les récits de rêves. J'ai recueilli des récits de rêves dans des grandes villes, des rêves et des cauchemars. Et là, ça prend la forme d'un essai avec une pensée un petit peu sur le rêve et la ville, et puis des récits de rêves qui croisent ça. Et là, voilà, donc pour l'instant, effectivement, la question de l'écriture, c'est créer des situations pour trouver un chemin vers l'écriture. Voilà. Mais effectivement, pour moi, ce soir, il ne s'agissait pas de lire des extraits de texte ici, et plutôt de parler de la question de la recherche. Voilà. Mais,
et ça fait partie pour moi de mon travail d'écriture. Voilà. Voilà. Et puis, l'écriture, pour moi aussi, se partage. J'écris beaucoup pour le théâtre, c'est un peu ma vie, c'est plutôt d'écrire pour le théâtre. Et je considère cette écriture-là comme une écriture qui se travaille en traversant et en étant traversée. Et donc là, dans la rencontre, effectivement, dans la question de l'écriture du film de Christophe, il ne s'agit pas de rajouter des mots et du langage, mais d'être là dans la pensée, l'échange, et autre chose s'écrit, ou s'écrit autrement. Voilà, ça sera peut-être la façon dont je peux répondre à ta question. Et les choses s'écrivent dans un non-savoir. Oui, on ne sait pas où ça va. Non, mais un non, ouais, vraiment, c'est important de le dire. Dans le générique, il est question aussi du comédien Gaël Baron. Alors, quelle peut être la place d'un comédien dans ce dispositif? Alors, ok, oui, donc Guerre et fou, Alep, hein, c'est mon projet d'écriture qui commence comme ça. Et après, disons c'est une enquête qui se ramifie. J'essayais de le dire un petit peu dans mon texte du début. Des objets de création vont procéder de cela. Christophe est en train d'écrire un film dans l'écriture de laquelle je travaille peut-être. Benjamin Ataïr est en ce moment en résidence à la Casa Velasquez à Madrid pour travailler sur le Bimaristan de Grenade, dans l'optique d'écrire cet opéra où l'écriture sera plus identifiable parce qu'il s'agit d'écrire un livret en dialogue avec un compositeur de musique. Et puis donc la fabrication du livre contre la guerre, c'est ce travail performance, atelier de dessin où on produit des gravures qu'on va collationner en une sorte de livre brut qu'on aimerait aller déposer à Alep. Voilà, on a envie d'aller à Alep dès que ça sera possible. Maintenant qu'on a rencontré Roula Michati, qui nous a donné des contacts de médecins et d'anciens patients qui sont toujours là-bas et à qui on aimerait amener le livre contre la guerre. Donc voilà, c'est une sorte de ritualisation comme ça. Et donc Gaël Baron, il vient travailler. Gaël, c'est pareil, c'est un comédien et on lui a pas dit, tu vas jouer quelque chose. Il est venu parce qu'il a des questions qui l'intéressent du point de vue de la maladie mentale, de la psychose, de la souffrance psychique. Donc il vient aux ateliers et puis des fois son métier d'acteur. Voilà, on a fait une présentation publique en juin dernier contre la Comédie de Caen et le Café des Images avec voilà, les pensionnaires jouaient, disaient des textes à travers les images de Christophe. Gaël et moi, on était là. Benjamin Ataïr jouait du violon. Voilà, en tant que comédien, il était là en tant qu'homme, en tant que personne. Oui, d'ailleurs, juste pour reprendre. La question, elle est très pertinente parce que quelle est la place d'un comédien dans un projet comme celui-ci? Et c'était sa question quand il est venu il y a à peu près un an. Il a commencé à venir aux ateliers il y a un an. Il dit oui, je viens, ça m'intéresse, mais je veux pas faire l'acteur. Et sa place était intéressante parce qu'il était là un peu sur le bord. Il est entré en relation avec les uns, les autres, des échanges comme ça, proximité très 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 simple, et sans vraiment d'idées précises. Qu'est-ce que je vais faire là? Et puis voilà. Parce qu'effectivement, quelle place, nous aussi, quelle place on a auprès d'eux. Bon. Tu fais pas le cinéaste. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de travailler, d'élaborer quelque chose, pas forcément d'une place précise, parce qu'il serait celle d'un comédien ou d'un cinéaste, mais de laisser comme ça, une situation à la fois délimitée. Il y a une enquête, le Bimaristan, ça serait la délimitation, le sujet, si vous voulez. Et puis à l'intérieur, ça s'ouvre et on emprunte des chemins. Alors c'est un peu buissonnant comme ça, et peu à peu, il y a des cristallisations, mais parfois inattendues. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait l'acteur. Il a lu des textes comme ça, les mille et une nuits. Il a lu des textes dans des ateliers de lecture. Mais effectivement, il ne voulait pas être là en tant qu'acteur, occuper la place d'acteur. C'est vrai. Donc ça donne lieu à autre chose. Et on sait pas, il n'y a pas vraiment de nom, c'est ça. Voilà, donc je crois qu'on arrive à l'heure où il faudrait monter, boire un verre, ou plusieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci.